Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Michael Malapert. Bonjour Michael. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Vous êtes architecte d'intérieur, fondateur et à la tête de Maison Malapert. C'est assez amusant car je viens de publier un article sur votre travail dans le numéro d'Archistorm qui vient de sortir. Merci. Et parallèlement, votre attaché de presse me suggère de vous recevoir dans Comme d'Archi. Alors, comme j'ai pris sincèrement du plaisir à écrire mon papier pour Archistorm, que je recommande au passage, j'ai dit oui tout de suite, d'autant que j'avais noté sur mes tablettes de vous inviter dans le podcast. Et nous voici réunis au micro de Comme d'Archi. Vous êtes donc architecte d'intérieur de formation designer, vous aimez la sociologie et vous excellez dans la création d'espaces dédiés au métier de bouche. Vous avez été récemment en charge de l'aménagement intérieur de la station F, projet architectural de Jean-Michel Wilmotte, lieu auquel vous avez imprimé un style que je qualifie de kiff and graph. J'étais contente de ma trouvaille. Et vous avez aussi livré récemment l'hôtel Chouchou. On va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Alors, merci de me recevoir. J'ai grandi à Lyon, moi. J'ai un papa architecte et une maman qui est dans les médecines douces. Et en fait, depuis tout petit, je traînais un peu dans l'agence de mon père, qui m'employait assez régulièrement à faire des tâches un peu ingrates. Mais en même temps, ça m'a permis de découvrir plein de choses, de me sensibiliser à l'espace, aux matériaux, à ce que c'est que le métier d'architecte. Je n'avais pas tout de suite conscience que c'était quelque chose vers lequel je pouvais me tourner, ou en tout cas, ce n'était pas évident. Et puis, c'est venu petit à petit. Aussi parce que, du coup, j'ai intégré aussi ce que ma mère a pu me donner de son côté, qui est l'attention au corps, au bien-être de ce corps dans l'espace. Et en fait, la combinaison de l'espace d'un côté et du bien-être du corps dans l'espace de l'autre, ça donne l'architecture d'intérieur, qui est un peu ce qu'on essaye de faire dans nos projets, que ce soit l'hôtellerie, les restaurants ou tout autre projet. Il y a cette notion que d'un corps dans un espace, comment il va réagir avec cet espace, comment il va y répondre, comment l'espace peut influer sur le corps. Et voilà, ça résume bien un peu notre travail, quoi. Votre père exerce toujours? Et il est à la retraite depuis 1 an, mais il pousse. Il pousse comme tous les architectes, il pousse Il pour rester. repousse Ouais. la date. Ouais, il est officiellement à la retraite, mais il continue quand même un peu. Bon. Voilà. Et il faisait quoi comme style, comme genre? Il faisait beaucoup d'immeubles, de logements, d'immeubles de bureaux. À Lyon. Ouais, c'est vraiment très varié. Il y a c'est une agence qui s'appelle Soho. Et qui a travaillé sur des aéroports aussi, enfin plein de sujets très divers. Ok. Une belle agence. Donc cette agence, elle a des héritiers? Oui, il y a eu des associés au fur et à mesure et du coup elle continue. Ben Voilà. oui. Donc vous êtes entré dans une école à Saint-Étienne, je crois. Ouais, c'est ça. Donc après, j'ai cherché une formation dans la région et je suis tombé sur l'école supérieure d'art et de design de Saint-Étienne, qui est en lien avec l'Institut du design qui est basé là-bas et la Biennale du design. Et donc j'ai commencé une formation de designer, un tronc commun au départ et puis ensuite une spécialisation. Et donc pour moi ça a été un peu une renaissance, parce qu'en fait je suis passé d'un système scolaire assez rigide à une liberté totale, qui peut être embêtante pour certains, mais qui pour moi était vraiment le cadre qu'il me fallait, quoi. C'est-à-dire une autonomie et puis ensuite laisser découvrir, expérimenter
Et voilà, et donc pendant 5 ans, j'ai fait cette formation de design avec des objets qui étaient toujours assez grands et qui avaient tendance à prendre une forme architecturale. C'était plus des micro-architectures que des objets. Donc à un moment, je me suis dit qu'aussi, il y avait peut-être voilà, une réorientation à faire. Et puis en fait, quand je suis arrivé d'abord en stage chez Stark, Oui, en fait, vous êtes passé de l'école chez oui, Stark, oui, carrément. oui, d'abord en stage, hein. Et Oui. puis ensuite, j'ai prolongé un peu. Et Mais ensuite, dites-moi comment on arrive à faire ça. alors, il faut faut appeler beaucoup de fois. Faut prendre son téléphone Ouais. et appeler beaucoup de fois. Et bon, j'ai eu la chance de tomber à un moment où, voilà, où il cherchait une aide. Et donc, Bon. vous parliez de ces objets où vous hésitiez entre l'architecture finalement. Oui, en fait, ça continue. Enfin, je continue dans nos projets d'architecture d'intérieur, on dessine encore beaucoup d'objets. Donc, ça fait partie d'une création globale d'un univers où on est aussi bien à l'échelle architecturale que l'échelle de l'objet. Donc ça, je l'ai conservé. Et voilà. Et puis en fait, chez Stark, j'étais vraiment bas de l'échelle, mais ça permettait de découvrir le fonctionnement d'une agence telle que celle-là, qui est assez unique et incroyable par les projets, par les budgets, par la personnalité de Stark aussi. Mais vous avez grimpé un petit peu dans la hiérarchie. Après, je suis pas resté très longtemps parce qu'après j'ai enchaîné, j'ai été débauché par un ancien de chez Stark qui s'appelle Imad Ramouni, Ouais. qui avait pour clients principaux les frères Pourcel, qui sont Ouais. donc des restaurateurs à Montpellier, qui sont étoilés et qui à l'époque vendaient leurs cartes un peu partout dans le monde. Et en fait, rapidement, j'ai été en charge de développer, à chaque fois qu'ils vendaient leurs cartes, les projets de refonte de l'architecture des restaurants. Donc j'ai fait ça à Shanghai, à Bangkok, à Londres, à Marrakech. Donc, vous avez commencé votre carrière en voyageant beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais, c'était du coup assez formateur et assez épanouissant parce qu'on découvre des pays, des cultures, des artisans aussi différents. Mhm. C'était assez intéressant. Et Et quand voilà. vous parlez d'artisans, j'imagine que vous avez découvert des savoir-faire. Oui, Parce que, par exemple, quand on entend RDAI oui, ou DL2A, ils ont vraiment à cœur de redécouvrir des savoir-faire et de faire travailler en local oui. quand ils travaillent à l'étranger. Vous aviez un peu cette approche aussi? Oui, en effet, il y avait l'intégration de la culture locale dans les projets, évidemment. Même si, dans le cas où on travaille pour des chefs qui ont une patte et une identité en général assez forte, c'est ça qui est notre angle d'approche, c'est d'amener aussi de manière architecturale l'identité qu'eux amènent dans la cuisine. Mhm. Donc il doit y avoir une relation entre le cadre et ce qu'on va trouver dans l'assiette. Donc ça implique déjà un certain nombre de choses. Néanmoins, il y a des touches, qui sont tirées des artisanats locaux et qu'on essaye de chercher, enfin qu'on a essayé dans ces cas-là, de chercher à chaque projet. Ouais. Mm. Et après, donc, vous avez décidé de voler de vos propres ailes. C'est ça, ouais. Donc j'ai monté mon agence après ça, après une expérience de 4-5 ans. Donc j'ai monté mon agence à Paris. Comme j'avais fait pas mal de restaurants, bars, hôtels, j'ai continué dans cette voie-là aussi parce que c'est des lieux de vie. Et les lieux de vie, pour moi, c'est des lieux qui m'intéressent parce qu'il y a une énergie, parce qu'il y a une expérience qui est faite par les clients de l'espace, de ce qu'on y trouve, de ce qu'on peut y découvrir. Et, euh, et au-delà de ça, la gastronomie, bon, c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce que Vous êtes c'est un un gourmand. sujet agréable. Je suis assez gourmand et donc, et donc c'est vrai qu'il y a pire que de travailler avec des chefs et pour des restaurateurs, quoi. Évidemment. Donc oui, vous avez, dans ce début de parcours, vous avez finalement puisé ce qui est devenu une spécificité pour vous. Ouais, c'est ça, c'est les racines et puis ça rejoint un peu mon identité et elle s'est forgée là. Donc il y a une part de hasard, mais il y a aussi une part de choix à des moments de prendre certaines directions et qui nous amène quelque part, ouais. Mm. Alors l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Eh ben, en partie. Après, je cherche pas un accomplissement définitif. L'accomplissement, il est pour moi dans le fait tous les jours de pouvoir créer des nouvelles choses. Il est dans la création. Donc, si je suis dans un univers où on me demande de créer, où je suis
en posture de découverte, d'apprentissage. Voilà, c'est un peu une formation qui ne s'arrête jamais et qui dure le plus longtemps possible, quoi. Donc, dans les projets que je fais aujourd'hui et dans les clients avec lesquels je travaille, j'ai la chance d'avoir cette demande qui m'est faite d'apporter des identités neuves, de chercher des nouvelles typologies. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Mhm. Donc finalement, vous allez peut-être venir à l'architecture? C'est pas prévu, mais, mais si un jour je peux construire déjà ma maison, je trouverais que ce serait un super exercice, ouais. Ouais. Et vous avez jamais eu envie de reprendre l'agence de votre père? Ça s'est pas présenté. Enfin, si, ça aurait pu se faire. Ce qu'il y a, c'est que je suis vraiment intéressé par l'architecture d'intérieur. Et parce qu'il y a des créations d'univers qui sont fortes, avec une partie créative importante dans les projets. L'imaginaire est important. L'imaginaire est important, c'est des univers narratifs. Et en architecture, comme on construit pour 100 ans, on ne peut pas marquer autant les choses. Et c'est normal parce que sinon ça serait un peu compliqué pour les villes et les bâtiments. Donc la partie créative est un peu moins forte et moi je m'épanouis vraiment dans la créativité, dans le fait de trouver des nouvelles typologies, raconter des histoires et donc voilà. Ouais, on ressent ça fortement dans votre travail. Ouais. Donc justement, vous allez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets? Ouais, Vous avez commencé, c'est votre première commande ma première commande. en tant qu'architecte indépendant? Ouais, alors écoutez, c'était pour Philippe Fassien qui est le patron du Queen Mhm. à Ah, Paris et donc il avait un local sous le Queen qui n'avait pas de nom et qui s'est appelé le Queenie, ouais. qui était un peu un bar lounge de Before avant le Queen et qui était ma première commande. Donc c'était très enrichissant parce qu'en fait il m'a fait une confiance assez importante pour des débuts, quoi. Mhm. Et donc j'ai vraiment pu créer un univers de A à Z et sans être parasité par des éventuelles demandes ou des contraintes. Et donc ça a été un beau premier exercice, on va dire. D'un lieu festif? D'un lieu festif, ouais, bar lounge. Bon, c'était il y a 15 ans, hein. Mhm. Donc voilà, mais un Et- beau démarrage, quoi. Et puis ensuite, après, ça s'est un peu enchaîné. Beaucoup de restaurants au départ. Vraiment, j'ai des brasseries, des restaurants. C'était aussi l'époque où la restauration parisienne se renouvelait, où il y avait le démarrage de tout l'esprit du fooding qui commençait un peu à monter dans la capitale. Et il y a des nouveaux codes qui arrivaient chez les restaurateurs, chez des nouveaux produits, des nouvelles manières de faire les choses, de présenter les choses aussi, des nouveaux rapports entre la salle et la cuisine. Les chefs étaient beaucoup plus mis en avant, la cuisine s'ouvrait. Scénographie finalement. Voilà, c'est ça. Et Ça, puis ouais. de recherche de nouvelles typologies de salles. Et donc ça a été assez intéressant parce qu'à cette époque-là, il y avait des nouveaux codes à trouver. Et donc c'était le milieu de la restauration, en tout cas, était assez bouillonnant et assez riche. Il continue à l'être, hein, mais là, c'était le début. Ça, on sentait que ça commençait à monter. Tout le monde se posait des questions, on voyait que ça bougeait. Et donc c'était vraiment intéressant. Et vous êtes venu à l'hôtellerie? Et je suis venu à l'hôtellerie par la restauration d'ailleurs, parce Ouais. qu'en fait, c'est mes compétences d'aménagement de restaurant les hôteliers sont pas forcément hyper à l'aise avec la restauration. Ça change un peu, mais ça reste encore compliqué parce que c'est un métier bien spécifique où les marges, on gagne de l'argent si on sait vraiment bien gérer ça. Mm. Les hôteliers le font quelquefois par devoir sans vraiment que ça leur rapporte de l'argent et c'est plutôt une contrainte pour eux que c'est un mal nécessaire, quoi. Ça a commencé aussi à changer avec eux parce qu'ils ont dû s'adapter à la montée de Airbnb qui les challengeait, qui a fait qu'à un moment, ils ont dû devenir des lieux de vie, des lieux expérientiels Mm. pour proposer une alternative à Airbnb et donc à mettre en avant toute la partie F&B qui était jusque-là pas trop exploitée. Et donc à faire appel à, entre autres, des gens comme moi qui pouvaient ramener un bar et un restaurant un peu mieux organisé, un peu plus expérientiel et qui fasse qu'on on vienne aussi à l'hôtel juste pour ça. Vous vous rappelez de votre première commande d'aménagement d'hôtel? Oui, c'était pour un hôtel qui s'appelle l'hôtel André Latin dans le 5e.
qui est un petit boutique-hôtel vers le jardin du Luxembourg. Et en fait, on a fait un coffee shop à l'intérieur. D'accord. Voilà. Ouais. Et voilà, c'était dans les premiers pas de l'ouverture de l'hôtel au quartier, à son quartier. Et Mhm. qu'il y ait un mélange entre les clients et les touristes présents et les Parisiens autour. Et qu'il y ait comme ça une vie qui se crée, un pôle du quartier qui se crée autour de l'hôtel. Et donc aujourd'hui, je crois que vous êtes à 2 doigts de livrer un Marriott à Bordeaux. Oui, en effet. Donc on travaille on ouvre dans un mois un Renaissance pour Marriott, donc qui est une marque 4 étoiles plus chez Marriott, qui a un positionnement intéressant parce qu'elle elle est assez tournée vers l'art. Et donc il y a pas mal d'interventions d'artistes dans les différents espaces. Et une autre particularité, c'est que c'est donc dans le nouveau quartier de Bordeaux qui s'appelle les quartiers des bassins à flot, Mhm. là où est implantée la Cité du Vin. Et Dont on a encore parlé très récemment ouais, parce que j'ai reçu Anouk Legendre Ah et d'accord. du coup j'ai reçu Cassonman là très récemment et hop, Ok. Ben voilà, on tourne autour. on tourne autour. Donc on est juste en face. Ouais. Et donc c'est assez particulier parce qu'on rentre dans des grands silos à grains qui ont été conservés. Mhm. Donc on rentre dans des cylindres en béton brut de 30 mètres de haut qu'on traverse et on arrive dans un lobby qui ouvre sur un jardin. Et après, il y a un grand bâtiment avec 150 chambres, avec des grandes baies vitrées. Le bâtiment est d'inspiration industrielle, donc il y a des grandes verrières. Et sur le toit, on a un restaurant panoramique, un bar en rooftop et une piscine aussi en rooftop. Tout ça avec une vue sur toute la ville de Bordeaux, sachant que la ville de Bordeaux est quand même assez plate. Ouais. Et que du coup, ce bâtiment, comme il monte en R+9, on a une vue qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la ville, quoi. Ouais. Et alors vous avez aussi livré récemment l'hôtel Chouchou. Oui, l'hôtel Chouchou à Paris, donc qui est rue du Helder, c'était pour le groupe Elegantia. Donc c'est un hôtel existant qui a été complètement rénové. L'idée c'était de créer dans ce quartier de bureau une guinguette un peu festive, qui propose donc des stands de food. On rentre dans un petit marché avec des stands de produits de la terre, des stands de produits de la mer. On va chercher ce qui nous plaît, on peut picorer. Et ensuite, il y a un grand bar sous une verrière végétalisée où on peut se poser pour travailler, pour faire une réunion, pour manger. C'est vraiment très ouvert. C'est un lieu... Mais vous avez aussi conçu les chambres. Et on a aussi conçu les chambres après au-dessus. Il y a des espaces de coworking, il y a des bassins au sous-sol. Il y a une scène où il y a des événements qui viennent se produire régulièrement. C'est un vrai lieu de vie qui est ouvert autant aux Parisiens qu'aux touristes et qui propose en effet 63 chambres, dont 3 suites au dernier étage, avec la vue sur les toits de Paris et l'opéra. Et c'est tiré de l'esprit français festif décalé qui a pu y avoir dans les guinguettes. Avec une façade classique un peu chargée. Enfin, Ouais, façade très haussmannienne. Ouais. Et qu'on a décalé par des petits détails. Et Mm. voilà. Bon, les façades à Paris, on n'a pas trop le droit de les toucher. Vous avez quand même réussi à donner, peut-être avec les hauts vents, ça fait penser un peu aux hôtels du Midi. Oui. Il y a un côté vacances. Oui, voilà, et c'est les stores Ouais. qui font ça avec Ouais. les luminaires qui ramènent ce côté un peu balnéaire. En tout Ouais. cas, côté outdoor, quoi. Ouais. Mm. Et là aussi, on essaye de casser l'intérieur, enfin les barrières qu'il peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur. Puis ça fait partie de ces nouveaux hôtels où on rentre sur le lieu de vie et non pas sur un comptoir avec des hôtesses. quoi. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous raconter l'histoire de vos comptoirs des métiers de bouche, enfin en tout cas des lieux que vous avez créés pour le Meurice, non, je me trompe? Alors c'est pour le chef pâtissier du Meurice qui s'appelle oui, Cédric Grolet, Mm. qui est meilleur pâtissier du monde en 2018. C'est quelque chose. Il va C'est pas falloir mauvais. y courir. Ah ouais. Et donc il voulait ouvrir un lieu en dehors du Meurice qui soit un petit peu moins guindé et où il puisse présenter des créations plus personnelles. Je crois qu'il avait déjà un lieu qui avait été designé par Sigu. Tout à fait, qui est dans le Meurice. Qui est dans le la Meurice. boutique du Meurice, celle-là, très belle agence. Mm. Et donc là, il avait trouvé un lieu avenue de l'Opéra qu'il a appelé Cédric Grolet Opéra. Et c'est un lieu...
on a vraiment voulu sortir une partie du labo qui est au sous-sol, du labo de production, directement, pratiquement dans la rue. Donc c'est une grande baie vitrée ouverte sur l'avenue de l'Opéra. Et même en passant en voiture, vous voyez le chef pâtissier en train de finaliser le montage de son gâteau. Vous voyez le pain qui sort du four directement. Le four est visible depuis la rue. Donc il y a vraiment vous faites vraiment l'expérience de la cuisson, il y a l'odeur des choses, il y a les matières sont là et D'ailleurs, vous avez volontairement œuvré avec des matières assez brutes. alors d'un côté Ouais. en fait quand on rentre il y a deux comptoirs, il y a le comptoir boulangerie à droite qui est en ce qu'on appelle une croûte de pierre, donc c'est vraiment la pierre brute qui sort de la carrière Très beau. Ouais. pour le côté plus brut de la boulangerie, et sur la gauche il y a un comptoir en marbre qui est pour le côté plus raffiné de La la pâtisserie. pâtisserie. Ouais. Et alors, cette pierre brute, comment on la porte avant de monter la façade sur le chantier? Non, mais ça a été. Je vous passe les détails, mais c'est très compliqué. Ça pèse plusieurs tonnes, Ouais. donc voilà, c'est un vrai chantier dans le chantier, quoi. Ouais. Bon. En tout cas, c'est oui, un beau projet. Et puis, vous avez fait travailler une artiste aussi, Oui, pour le côté très fin, oui, une très paper fine. artiste qui s'appelle Mathilde Nivet, qui donc le thème de Cédric Grolet pour ses pâtisseries, c'est la fleur. Enfin, c'est une déclinaison de fleurs. Et donc, elle nous a fait un plafond de fleurs au premier étage, donc dans la partie salon de thé, qui est très joli, qui est un plafond très fin, en superposition de papier, qui vient animer un peu cette partie-là. Mhm. Alors, donc, vous avez aussi eu en charge l'aménagement intérieur de la station F, Oui, qui est un bâtiment qui a été produit par Villemotte, enfin, qui a été créé ouais, par Villemotte. Je trouve ça assez intéressant que ces lieux soient investis par des créateurs plus jeunes d'ailleurs oui, et que ça vienne pas que de chez lui. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous avez là aussi beaucoup scénographié et fait appel à l'imaginaire oui, dans cet espace. oui. En fait, bon, le lien qu'il peut y avoir entre la station F et des restaurants, c'est le fait qu'on essaye de trouver des nouvelles typologies, des nouveaux langages, des nouveaux modes de fonctionnement dans ces espaces-là. Le bureau est un peu en train de faire sa révolution qu'a faite la restauration il y a 10 ans. Ouais, parce que C'est-à-dire c'est un programme de ouais. bureau. Et oui, donc c'est un incubateur de start-up. Mm. Et en fait, ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient rendre ça un peu plus vivant, un peu plus chaud. L'idée, c'était de créer des micro-scénarios dans chaque espace et qu'en fait, les gens puissent s'approprier ces scénarios. Donc, il y a des salons, il y a des salles de réunion, il y a des espaces très ouverts, d'autres plus fermés, des espaces très confortables et d'autres pas du tout. Et voilà, c'était d'avoir comme ça plein de propositions pour les gens incubés sur site, qui puissent se les approprier, qui puissent venir y travailler, échanger. Et donc c'est un très beau hall en béton brut, donc une architecture qui a été très bien rénovée, et on est venu la contraster avec des choses du végétal, avec des matières assez douces et aussi des interventions artistiques. Et c'est dans ce contraste entre cette coque assez brute et neutre, et nous, ce qu'on est venu y rajouter, qui est plus percutant ponctuellement, et ces micro-scénarios narratifs qui racontent des choses à chaque fois, On a ça l'impression crée qu'il y a un mélange d'univers de Marvel, de Tintin, c'est un peu ça, non? Ouais, il y a de ça, ouais, il y a de ça. En tout cas, c'était de ramener de la couleur, des matières et un peu de douceur aussi, Mm. pour que ce soit agréable pour les gens qui passent leur journée. Mm. Est-ce que vous travaillez régulièrement avec des éditeurs? Est-ce que vous avez des éditeurs de prédilection dans le mobilier, les Alors, tissus? ouais, nous, il y a un positionnement que j'ai souvent dans les projets, qui est d'essayer d'effacer la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui implique de ramener à l'intérieur du mobilier d'extérieur et inversement, et donc de trouver des marques de mobilier qui font un peu sur ces deux typologies-là. Mhm. Bon, comme ça, j'en ai en tête les Timo, les Tribu, les Gervasoni, les Vincent Shepard. C'est des collections de mobilier qui peuvent s'adapter à ces deux fonctions-là, qui peuvent en même temps être dans des bureaux, en même temps être dans des restaurants, ils peuvent être sur une terrasse ou dans un intérieur. Et donc,
Ça me plaît parce que ça me permet, moi, de travailler sur ces effacements de frontières que je trouve intéressantes. Qui vous tiennent à cœur. Ouais. Vous appartenez un peu à la génération nomade, non? Un peu, ouais. Un peu. On remarque dans vos projets un certain sens de la narration, vous en avez déjà parlé. Pensez-vous le tenir de Philippe Starck? Et d'ailleurs, comment se détache-t-on d'une telle personnalité? Alors, la narration, moi, elle me sert à donner du sens au projet, c'est-à-dire que quand on a un projet dans un endroit précis, un quartier précis, avec une clientèle précise, ça construit une histoire. Et cette histoire, elle donne du sens au projet, elle lui donne son identité, elle fait que les gens vont y venir pour ça. Et donc la narration, pour moi, elle est très importante dans ce sens-là, dans le fait qu'elle justifie le projet. Philippe Starck, c'est le parrain du design et de l'architecture d'intérieur en France, qui a une patte très forte. Bon, j'ai pas passé beaucoup de temps chez lui, mais... Oui, peut-être que ça n'a pas pris le temps de vous enfermer. Oui, mais j'imagine très bien qu'en passant beaucoup de temps chez lui, la force de sa patte, j'ai senti que ça pouvait écraser tout, quoi. Ouais. Donc c'est quelqu'un, en effet, je pense que si on passe 10 ans chez lui, on met un peu de temps à s'en détacher pour pouvoir se retrouver après. Voilà. Donc en même temps, j'ai eu la chance d'y passer et je dirais que j'ai aussi eu peut-être la chance de ne pas y passer trop de temps parce que je pense que ça peut facilement étouffer sa propre sa propre créativité dans la sienne, quoi. Finalement, vous semblez avoir une personnalité indépendante parce que vous avez coupé le cordon avec un père qui pouvait quand même fasciner parce que vous avez des métiers qui se ressemblent. Oui, c'est vrai. Et puis vous êtes parti, vous êtes affranchi assez vite aussi du grand maître Philippe Starck. Oui. Oui, c'est vrai. Ben ouais, je voulais faire mon petit chemin là, peu importe là où ça me menait, mais je voulais que ce soit le mien, quoi. Bon. Vous m'aviez dit que vous aimiez la sociologie. Oui. Quel est votre... pourquoi vous avez cette appétence pour la sociologie? En fait, l'idée, c'est que à la base, j'ai une formation de designer et le process du designer, c'est de renouveler quelque chose qui est déjà établi. Donc, c'est les recherches qu'on fait dans la restauration en essayant de trouver des nouvelles typologies, de nouvelles relations entre la salle et la cuisine, de proposer des nouvelles manières de se restaurer ou des nouvelles manières pour un hôtel de recevoir ses clients ou de fonctionner. Ça découle des nouveaux comportements, des nouvelles générations, des nouveaux codes, et ça passe beaucoup par la sociologie, la manière dont les gens évoluent et dont la société bouge, qui fait qu'après ça se répercute sur les espaces et de voir comment intégrer ça dans les projets, quoi. Donc finalement, vous réfléchissez aussi à la culture de ces lieux que vous... Oui, en tout cas, des cultures qui sont susceptibles de traverser ces lieux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et d'où pour nous aussi l'importance de travailler avec des artistes souvent sur les projets, parce que ça nous permet d'en faire des lieux expérientiels, des lieux de culture, des lieux qui intègrent les changements de la société, quoi. Mais est-ce que c'est pas une réflexion qui est propre aux grandes villes, aux métropoles? Je crois pas. Vous croyez pas? Je crois pas. Je crois que ça se diffuse partout. On pourrait très bien... les hôtels que j'ai trouvés les plus pertinents récemment sont situés à la campagne. Enfin, pour moi. Donc, et les restaurateurs que je trouve les plus pertinents sont perdus dans des champs. Mais c'est pas leur mode de fonctionnement ne reste pas traditionnel? Non, je crois pas. Je crois pas. Ou alors il y a un retour à un certain code traditionnel qu'on avait perdu. Ouais. Je pense par exemple à l'idée pour un restaurateur de faire pousser lui-même certains de ses produits et de les prendre directement dans la terre et de les proposer aux clients alors qu'ils ont été récoltés le matin. Ça, c'est un truc qui avait été complètement perdu et oublié et qu'on retrouve chez les jeunes générations, quoi. L'ultra fraîcheur. Ouais. Cédric Grolet travaille aussi sur ce concept de la... Oui, sur l'idée que quand il dresse devant vous la pâtisserie que vous allez consommer et que du coup, il n'y a pas de conservation au frigo et qu'il n'y a pas de perte de goût et que c'est optimal en termes gustativement parlant, quoi.
On a envie d'y aller. Je vous invite à y aller, c'est pas mal. Comment est composée votre équipe ? Donc il y a des designers, architectes d'intérieur, et voilà, essentiellement. Et donc, déjà, dans ces 3 familles-là, il y a des points de vue différents. Après, on complète aussi dans les projets ponctuellement avec des consultants qui viennent nous aider pour la lumière, pour le végétal, par exemple, pour la cuisine. Voilà, on a des équipes avec qui on travaille qui peuvent nous apporter leur spécialité et nous aider à composer des projets, quoi. On n'a pas encore parlé du développement durable, mais Oui. avec à la fois l'urgence climatique, la crise sanitaire, on parle souvent du monde d'après. Ouais. Comment vous l'imaginez, ce monde ? Eh ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, mais en tout cas, nous, sur notre partie, le bâtiment en général a une responsabilité importante. Oui, avec l'empreinte carbone. Et puis, Et l'isolement aussi des Ouais. bâtiments qui jouent pour beaucoup dans la consommation d'énergie. Après, bon, nous, je sais qu'il y a des matériaux qu'on n'utilise plus. On fait attention un peu à nos fournisseurs, même si tous ne sont pas encore à niveau. bien au niveau, mais on essaye de faire un peu attention à ça, de sourcer nos fournisseurs, de travailler avec des artisans locaux. Par exemple, on a fait un projet en Guadeloupe, donc on a sourcé des fournisseurs là-bas, on a vu les savoir-faire locaux aussi. Mhm. Voilà, après, c'est pas encore optimal, quoi. C'est pas Ouais. encore ce que ça devrait être, en fait. Ouais. C'est ça le... Je sais pas si ça vous fait cette impression, mais moi, au fil des interviews, j'ai vraiment le sentiment que l'architecture, alors c'est très long parce que c'est un process lourd, Oui. mais elle est vraiment en train là de rentrer dans des processus plus vertueux, entre guillemets. Oui. L'architecture intérieure, on a l'impression que c'est un petit peu, ça suit. Oui. Oui, je suis d'accord. C'est pas encore rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs, mais c'est Ouais. pas encore optimal. Ouais. C'est pas encore aussi bien que ça pourrait l'être. Ouais. Parce que ça prend aussi du temps, parce que... Puis il y a beaucoup de matières il y a synthétiques, non ? Ça dépend. Si on dit qu'il n'y en a pas, nous on essaye de les éviter. Ça Il coûte peut ne cher. pas y en avoir. Ça coûte plus cher, ouais, voilà. Ouais. Mais bon, il y a des solutions. Je pense de toute façon, on y viendra par la force aussi des par choses. obligation, donc Ouais. il n'y aura pas de choix. Mais c'est vrai que c'est lent. C'est lent. Et ça pourrait être plus rapide. Ça, Bon. voilà. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive qui va booster un peu va tout ça. booster un peu tout ça. Ouais. 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 Elle a plus le réflexe d'emblée. Oui. Bon, après, il y a aussi... Mais vous êtes encore très jeune. Moi, Si. trop, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui nous concerne, enfin, c'est des données qu'on prend en compte dans les projets. On a fait des projets dont on a vérifié les empreintes carbone, dont on a vérifié les impacts, dont on a sourcé nos matériaux pour leur côté naturel ou local, ou des artisans et tout ça. Donc on le fait, on essaye de le mettre en œuvre dès qu'on peut le faire. C'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours le budget, on n'a pas toujours le contexte suffisant, on n'a pas toujours les délais qui nous le permettent aussi, parce que ça demande quand même pas mal de temps. Il y en a des clients qui sont toujours très pressés, parce qu'à chaque fois qu'ils ont signé un lieu et qu'ils commencent à payer les loyers, il faut que ça aille vite. Donc voilà, on essaye de jongler un peu avec toutes ces contraintes. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Ça va, de toute façon, ça va bouger forcément. Ouais, c'est sûr. Et ça viendra aussi sans doute de tous les éditeurs de matériaux, de mobilier, qui eux aussi doivent faire ce travail nous mettre à disposition des produits qui respectent ces normes-là, parce que c'est compliqué pour nous de les inventer, quoi. Ouais, il y en a qui sont déjà disponibles, il y en a d'autres qu'il va falloir aller trouver, qu'il va falloir créer. Voilà. Vous pensez à quelque chose en particulier ? Non, en fait, moi, c'était drôle parce qu'à la sortie, de mon diplôme, j'avais une idée qui était de faire une agence de design qui, au lieu de rajouter des produits, en enlève. Ouais. C'est-à-dire qu'on faisait une sélection de produits à enlever. On se disait, voilà, ça, il faut arrêter, ça, il faut arrêter, ça, il faut arrêter. Et je pense qu'il y a ce travail-là à faire, d'enlever un certain nombre de choses qui sont toujours dans les circuits et qui polluent tout le monde, quoi.
qui en 2021 ne sont plus non plus à être là. Ouais. Et donc, il faut enlever ces choses-là et Donc, pouvoir une les démarche- remplacer par des choses Ouais. plus responsables. Donc une démarche frugale. Ben déjà, oui, au départ, je pense qu'il y a ça, ouais, qu'il faut enlever un certain nombre de choses qui ne doivent plus être là, quoi. Et vous pensez à des choses en particulier? Vous avez Je pense à des matériaux qui ne devraient plus être là, à des mobiliers qui ne devraient plus être là, chez des éditeurs, à des techniques qui ne devraient plus exister, parce qu'elles sont, dont on sait Sont l'impact polluantes. est très néfaste. Et voilà, et c'est comme l'agriculture le fait avec des engrais qu'on supprime petit à petit. Voilà, en architecture et architecture d'intérieur, il y a des techniques et des matériaux qu'on devrait supprimer. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture d'intérieur, design, même architecture? Non, bah c'est ça, de leur dire que quelque part, je les envie un tout petit peu. Et en même temps, je me dis que la tâche est immense. Ouais. Mais je les envie parce qu'il y a Ouais. quand même une page blanche, il y a quand même quelque chose à réinventer et que ça n'a pas été fait encore. Enfin, c'est en train d'être fait, mais c'est encore très embryonnaire, quoi. Donc, il y a encore un large champ à explorer. Et c'est vrai qu'on a commencé une vie professionnelle comme la mienne, avec des clients, avec des contraintes, des machins, des trucs. C'est compliqué de tout arrêter et de dire on fait autrement. Ouais. J'aimerais avoir ce courage-là. Mais Peut-être que je le ferai un jour. c'est aussi le rôle des donneurs d'ordre. Oui, aussi. Ouais, c'est le rôle de chacun, en fait. Ouais. C'est le rôle de tout le monde. C'est une responsabilité. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais en tout cas, eux, ils peuvent repartir tout de suite avec les bonnes bases. Et vous croyez qu'on leur enseigne? Les bonnes bases, l'école peut-être pas, mais je sens que quand même il y a des prises de conscience dans la jeune génération qui sont là. Beaucoup plus fortes. Beaucoup plus fortes, et que ça c'est une nécessité pour eux d'aller dans ce sens-là, quoi. Votre agence est située où dans Paris? Dans le 3e, Dans le 9 rue 3e. Sainte-Apolline. Bon. Auriez-vous un mot de la fin? Un message à faire passer? Le message à faire passer, c'est... Enfin, moi, mes sujets de recherche en ce moment, c'est de voir comment on peut faire cette transition tous ensemble du monde tel dans lequel on est à quelque chose de plus responsable. Donc c'est un travail qu'on doit tous faire à notre échelle, et voilà, et que je pense que c'est important de le faire maintenant. Merci beaucoup pour votre témoignage, et on se retrouve en anglais sur l'hôtel Renaissance. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.